Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour une conférence un peu exceptionnelle par rapport à notre cycle habituel de tribune d'actualité. Merci beaucoup à Carlos Ominami et à Alain Rouquier d'avoir accepté, avec un court préavis, d'organiser cette soirée, ce débat sur l'élection présidentielle chilienne et ses suites. Et évidemment, je pense que Carlos abordera aussi l'actualité plus immédiate qui est postérieure à cette élection. Donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année et vous remercier pour ceux qui viennent souvent à nos événements pour votre fidélité. Nous allons faire encore beaucoup de choses. Juste 2 annonces. La semaine prochaine, donc jeudi prochain, c'est la date normale des tribunes de l'actualité latino-américaine et caribéenne. Donc sur un sujet un petit peu différent de ce qu'on a fait ces derniers temps, sur le dialogue culturel entre la France et le Brésil. Que pour certains d'entre vous le savent peut-être, il y a eu une saison France-Brésil qui a été organisée en 2025 et la commissaire générale viendra en parler. Je pense étendra le propos à la diplomatie culturelle. C'est comme quoi il n'y a pas que la force dans le monde, il y a aussi la culture. Et le 19 février, toujours dans le cadre de ces tribunes, le sujet portera sur l'intervention américaine au Venezuela et puis surtout sur les conséquences et les intentions de cette intervention. Alors on n'a pas encore le nom des invités, vous les découvrirez en lisant, en allant sur le site de la maison et sur la newsletter. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Il se trouve que c'est moi qui dois animer le débat, la conversation. Je présente des excuses de Christophe Ventura qui, pour un problème d'empêchement de dernière heure, ne peut pas être avec nous ce soir. C'est un plaisir et un honneur de me trouver à côté de Carlos Ominami et de tenter de modérer, d'accompagner les discussions qui vont suivre après son exposé. Tout le monde ou presque connaît Carlos Ominami ici, puisque c'est un ami de cette maison, et il a l'amabilité de venir nous voir et de venir nous éclairer, au moins une fois l'an, sinon plus. Et c'est tout à fait normal, puisque économiste, il est docteur en économie de l'université de Paris X. Il a été, en tant que chercheur, parce qu'il est aussi chercheur et il a toujours été, au CNRS, avant de travailler pour la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations Unies. Évidemment, il est davantage connu pour avoir été ministre de l'économie de son pays et sénateur. Mais pour le présenter, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est non seulement un homme politique, c'est-à-dire un homme d'action, mais un homme de réflexion, parce qu'il a toute sa vie été politique et analyste et chercheur. J'ajouterai, parce qu'il va nous parler des élections au Chili, qui ont été quand même un coup de tonnerre, parce que c'est la première fois qu'un président de droite est élu, qui est pinochetiste. Le précédent était de droite aussi, mais pas pinochetiste. Et ce qui est extraordinaire chez Carlos, c'est qu'il a une connaissance extraordinaire, encyclopédique, merveilleuse, de l'ensemble des situations des pays d'Amérique latine. Ce n'est pas simplement un fin connaisseur du Chili, un homme politique chilien, c'est, on dirait, si on voulait le caractériser par son passé politique, un internationaliste, non, je dirais un latino-américaniste engagé dans tout ce qui se passe en Amérique latine. Et évidemment, aujourd'hui, cette qualité sera particulièrement mise en contribution, puisque Carlos va nous parler des élections de décembre 2025 et de l'arrivée au pouvoir de José Antonio Caz très prochainement. Mais depuis les événements qui se sont produits dans la nuit au 2 et 3 janvier, il ne peut pas ne pas élargir son propos. Et donc, il va nous parler aussi du présent et de l'avenir de l'Amérique latine avec les changements géopolitiques qu'implique une intervention militaire directe des États-Unis dans un pays d'Amérique du Sud, ce qui n'était jamais arrivé. Voilà. Je n'en dis pas plus et je passe la parole à Carlos. Bon, tout d'abord, je vous remercie tous. Je vous remercie spécialement Jean-Marc pour cette possibilité. À Christophe Ventura, qui malheureusement il n'a pas pu venir, mais il faisait partie de l'organisation de cette conversation. Et Alain Rouquier, qui est, disons-le, une référence essentielle dans les débats latino-américains. Donc, je suis très honoré par cette présentation. Comme Alain le disait, les événements du 3 janvier obligent
avoir ça comme cadre général pour parler de n'importe quel sujet de l'Amérique latine. Donc, j'ai remanié mon intervention, qui était d'abord cantonnée aux élections chiliennes, les causes de la défaite, quelques idées sur ce qui peut se passer avec la présidence de José Antonio Cast. Mais j'ai donc changé mon plan. Je vais faire un exposé en trois chapitres, 3 parties. Une première partie sur ce qui se passe maintenant, une deuxième partie sur les élections chiliennes, les perspectives, et puis je vais revenir sur la situation latino-américaine actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à la nouvelle politique nord-américaine. Je commence donc pour la situation actuelle. Le monde, notamment en Amérique latine, après le 3 janvier, c'est tout à fait évident qu'il s'agit d'un changement majeur. Les États-Unis ont une très longue histoire d'intervention en Amérique latine, des interventions militaires directement, Guatemala, République dominicaine, Panama. L'appui au coup d'État, le cas le plus connu, c'est le Brésil en 64, le Chili en 73. Des interventions électorales tout à fait récentes, c'est le cas d'Honduras et dans l'Argentine en 2025. Mais l'attaque au Venezuela, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une intervention militaire, une attaque militaire dans un pays de l'Amérique du Sud. C'est pour la première fois. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'opération du 3 janvier. Je crois qu'on ne sait pas tout comment ça s'est passé. Ce serait très intéressant si à un moment donné, l'ancien président Maduro peut raconter comment ça s'est passé l'histoire. Je dirais que quand même, c'est une opération qui a montré la capacité militaire des États-Unis, mais cette capacité militaire, elle a dû compter aussi avec au moins la complicité de la direction politique et des forces armées. C'est pas pensable qu'une intervention militaire puisse se développer de cette façon sans aucune résistance. Pour la situation qui est créée à partir du 3 janvier, j'ai préparé une espèce de décalogue de façon, c'est peut-être très schématique, mais je vais aller, ça va me permettre aussi d'aller peut-être plus vite pour essayer d'établir quelles sont, à mon avis, les 3 marquantes de la nouvelle situation créée par l'intervention nord-américaine. Premier point, c'est évident, tout le monde le sait, c'est une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, article 1, article 2. C'est une intervention qui n'est pas passée ni par le Congrès américain, ni par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Premier point. Deuxième point, c'est pas, et ça je crois que c'est très important, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui a été annoncée par le gouvernement américain au début du mois de décembre. C'est une stratégie qui aura vraisemblablement d'autres développements. Voyons qu'est-ce qui va se passer en Iran, qu'est-ce qui va se passer à Cuba, et ici en Europe, qu'est-ce qui va se passer en Groenland. Mon troisième point, c'est que la justification de l'attaque était fondée sur un faux prétexte. Le prétexte essentiel, c'était que Maduro était le chef d'un cartel de narcotrafic appelé le cartel de Soles. Or, dans la présentation, dans le chef d'accusation qui est présenté dans le tribunal de New York, l'accusation sur le cartel de Soles a complètement disparu parce que c'est évident que c'était faux. De ce point de vue-là, cette situation a une certaine similitude avec ce qui s'est passé en Irak, où les États-Unis aussi ont donné un faux prétexte. C'était la disposition en Irak des armes de destruction massive. Mon quatrième point, c'est que le but, contrairement à ce que l'opposition vénézuélienne pouvait penser, le but, ce n'était pas le rétablissement de la démocratie, mais c'était plutôt l'accès au pétrole et à un objectif, je crois, géopolitique plus large, qui est l'endiguement de l'influence des puissances dites extra-régionales, voire la Chine, l'Iran, la Russie. Une dimension, à mon avis, très importante, c'est la fin de l'idée que l'influence des États-Unis était toujours associée à la diffusion de l'ensemble des valeurs au centre desquelles était le système démocratique. C'était un peu la forme de constitution de l'hégémonie nord-américaine. C'était les bâtons, mais aussi c'était les carottes. C'est l'idée que les États-Unis étaient l'exemple d'un modèle qu'il fallait suivre. Je crois que ça, c'est tout à fait aussi terminé. Puis, un autre aspect aussi très significatif, ça a été dit de façon très directe par le président Trump lors de la conférence de presse du 4 janvier, c'est la mise en question du droit des nations
à disposer de ses ressources naturelles. Dans la présentation du président Trump, il a fait référence, je ne sais pas si vous l'avez vu, au vol du pétrole au Venezuela. Or, les vols, ça il faut le dire, la nationalisation du pétrole, c'est pas essentiellement intervenu pendant la période de Chavez, c'est pendant la période démocratique, c'était en 1976, sous le gouvernement de Carlos Andrés Pérez. Or, ça c'est une menace finalement pour tous les pays. Je prends le cas du Chili, ça pourrait être aussi un exemple. Le cuivre a été nationalisé en 1971 dans un rapport assez compliqué, assez conflictuel avec les entreprises nord-américaines. Dans cette logique, le président Trump pourrait très bien à un moment donné se dire que le Chili a volé le cuivre qui était en possession des entreprises nord-américaines à l'époque. Donc, je crois que ça, c'est une dimension très importante qu'il faut garder à l'esprit. C'est une stratégie qui répond d'une façon tout à fait directe la vieille théorie que le monde doit être partagé dans des zones d'influence. Dans cette présentation-là, la référence à l'Europe dans les stratégies de sécurité nationale des États-Unis, c'est une référence très péjorative. En fait, elle ne fait pas partie de cette configuration du monde actuel. Dans cette stratégie, l'Amérique latine est considérée comme... c'est dit aussi comme l'arrière-cour des États-Unis. D'après le président Trump et d'après ceux qui ont développé cette stratégie, en Amérique latine, nous faisons partie de leur hémisphère. Voilà. Bref, c'est finalement, à mon avis, le retour du vieux impérialisme. J'ai beaucoup réfléchi sur cette expression, ça fait très archaïque. On pensait que c'était plus pertinente. Mais en fait, je ne vois pas d'autres expressions meilleures pour nommer ce qui est en train de se passer. Et mon point final sur cette partie, c'est de dire que la riposte du monde à cette attaque, qui n'est pas sur l'Amérique latine, c'est qui est une attaque plus globale, c'est une réponse, disons-le carrément, c'est très décevante et très inquiétante. Les États-Unis, aujourd'hui, se sentent en mesure de faire à peu près n'importe quoi, étant donné la faiblesse, justement, de réaction de la part des autres acteurs. La Chine a été plutôt prudente. Je dirais qu'en reconnaissant implicitement que les États-Unis agissent dans leur zone d'influence. La Russie a protesté, mais il ne s'est passé pas grand-chose. L'Iran, je crois qu'elle n'a même pas eu le temps de s'en occuper. Et disons que les réactions en Europe ont été aussi assez faibles, à l'exception de l'Espagne. Vous tous connaissez la réaction du président Macron en France. Il n'y a trop pas là-dessus. En tout cas, à mon avis, les plus graves, ce sont les ripostes en Amérique latine, qui est le continent le plus directement concerné. C'est une région très divisée. Dans les bouquins d'Alain Rouquet, Les dérives d'un continent, qui vient d'être présenté, il donne une expression qui est trouvée très belle. C'est l'émiettement léthargique profonde de l'Amérique latine. C'est un peu ça ce qu'on est en train de voir du point de vue de l'intégration, du point de vue de la concertation politique des différents pays de l'Amérique latine. Il y a même eu en Amérique latine des pays qui ont applaudi l'intervention. C'est le cas de l'Argentine. Il y a des pays qui ont soutenu l'intervention. C'est le cas de l'Équateur, le Paraguay, le Salvador. Les rejets les plus importants sont venus du Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique. Or, José Antonio Cast, le président élu du Chili, président en exercice à partir du 11 mars de cette année, c'est aussi quelqu'un qui s'est félicité de la capture de Maduro. Et avec cette remarque, ça me permet de faire la liaison avec le processus politique chilien. José Antonio Cast, le prochain président, n'est pas quelqu'un complètement éloigné de la nouvelle approche américaine. Il fait partie du courant d'extrême droite, il fait partie à part entière de cet courant dont Trump et Steve Bannon jouent un rôle central. Il appartient au Forum de Madrid, qui a été organisé par Vox, et il appartient aussi à la Conservative Political Action Conference, qui est la plateforme trumpiste des extrêmes droites au niveau global. Il a été aussi très proche de Bolsonaro, quand il était président du Brésil, et il garde une proximité avec le président Bukele, El Salvador. Il s'est rendu aussi en Hongrie avec Orban. Donc, les références sont claires et directes. Son élection, je crois que ça représente une défaite vraiment très dure. Il y a un an, c'était difficile de penser que quelqu'un comme Cast pourrait l'emporter. C'est de loin la première fois au Chili, je dirais aussi en Amérique latine, et c'est peut-être presque une première dans le monde qu'un gouvernement proprement de gauche doit passer le pouvoir à un président d'extrême droite. C'est un cas
véritablement rare. Et de ce point de vue-là, je crois que le Chili va être une espèce de champ d'expérimentation, comme l'a été dans le passé. Avec la révolution de la liberté de Frei Montalva, c'était le champ d'expérimentation. La voie chilienne au socialisme, c'était aussi une expérience. Et les Chicago Boys aussi, c'était une expérience. Donc, je crois qu'il va y avoir une grande concentration de l'extrême droite au niveau global pour voir comment ça se passe les choses au Chili. Sur le plan électoral, il faut dire que cette défaite, celle de décembre, c'est le pire résultat qu'ont eu les forces de centre-gauche depuis 1990. Nous avons perdu 2 fois une élection présidentielle face à Sébastien Piñera. La première fois, avec le président Frei, on a fait au deuxième tour aux alentours de 48,5%. Et avec un autre candidat, en 2017, on a fait 45 et quelques. Cette fois-ci, on a fait 42%. Quelles sont les explications? C'est évident que c'est une défaite qui n'a pas une seule explication. Elle est multifactorielle. Il faut, je crois, d'abord reconnaître que le cadre général dans lequel se développe cette élection, c'était un cadre très défavorable. D'une part, du fait de l'essor au niveau global de l'extrême droite. On venait d'avoir, en Amérique latine, il y a le triomphe de Milei, le triomphe un tout petit peu avant au Paraguay du président Peña, nouveau en Équateur. Donc, la tendance globale était très négative. Mais au Chili aussi, la tendance, elle était très, très difficile. Du fait que lors des 4 dernières élections présidentielles, c'est-à-dire depuis 20 ans, ce sont les oppositions qui l'emportent. De droite ou de gauche, ce sont les oppositions. Le dernier président qui a réussi à laisser la place à quelqu'un de son champ politique, c'est le président de la gauche avec la présidente Bachelet. Par la suite, c'est toujours une alternance qui a été plutôt destructive. Ça, c'est le cadre général. C'est les tendances. On dit toujours qu'avec les tendances, il faut faire attention parce que les avions ont tendance à tomber. Heureusement, ils réussissent à se maintenir en vol. Donc, il y a un facteur spécifique. Et ça, à mon avis, ça tient en fait que la droite, elle a réussi à transformer l'élection présidentielle dans un référendum sur le gouvernement. Ce n'était pas le débat sur le futur, ce n'était pas le débat sur les programmes, c'était le débat sur le bilan du gouvernement actuel. C'est la phrase la plus répétée de José Antonio Caz pendant la campagne, c'était de dire Jara, la candidate Jara es Boris, Boris es Jara. Ça, c'était le noyau central de sa campagne. Je crois que ça, il faut le dire aussi que dans les résultats de Janet Jara a pesé plus le fait d'avoir été ministre de ce gouvernement que sa condition de communiste. Disons quand même que la condition de communiste, ça aide pas beaucoup. Mais ce n'était pas, à mon avis, l'essentiel. C'était plutôt la candidate, on disait, du gouvernement, la candidate du continuisme. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça en français. Donc, ce qui est au centre de l'explication de la défaite, c'est l'évaluation du gouvernement Boris. C'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est un processus qui va être long. Il va y avoir des avis différents. Mais je crois qu'on peut très bien dire qu'il y a une certaine déception par rapport à une offre de transformation profonde, qui était l'offre avec laquelle Boris a été élu en l'année 2021. Et cette déception, ça tient au fait qu'il n'y a pas eu de réformes structurelles importantes. Le bilan, de ce point de vue-là, c'est un bilan plutôt positif du gouvernement. C'est un bilan sur la normalisation du pays après la pandémie. Mais ce n'est pas positif sur les idées, sur l'optique de transformation profonde, parce qu'il n'y a pas eu de transformation profonde. Quelle est la raison? Le gouvernement, je crois qu'il a commis, à mon avis, une erreur majeure en disant dès le début que la possibilité de réforme profonde tenait à la possibilité d'avoir une nouvelle constitution. On devait avoir un référendum 6 mois après la prise de pouvoir de Boris, c'était le 4 septembre. Et de ce processus-là devait sortir une nouvelle constitution permettant d'avancer vers les réformes structurelles qui étaient proposées. Or, ce processus, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce processus a été très mal géré. Les partis politiques ont renoncé à le conduire, le gouvernement a soutenu le processus, mais a renoncé à le conduire. Le résultat, ça a été un texte qui avait énormément de problèmes. Pour le Chili, l'histoire de la multinationalité, ça n'avait pas de sens. L'idée qu'il fallait avoir des systèmes de justice et non pas un pouvoir judiciaire, ça ne passait pas non plus. Et puis, il y avait d'autres. Donc, les résultats, finalement, c'était un résultat terrible. Une défaite politique majeure. 62% contre 68%
pour la possibilité de continuer, donc, la possibilité d'amorcer donc les réformes profondes a été finalement détruite à ce moment-là. Il y a eu ça. Il y a la déception par rapport au processus de réforme. Hein. Mais il y a aussi une déception par rapport au mode de gouvernement. La promesse du gouvernement Boris, c'était l'idée d'un gouvernement d'un type nouveau, beaucoup plus transparent, très critique par rapport aux épisodes de corruption qui avaient eu lieu pendant la période précédente. Ils ont aussi à un moment parlé d'une espèce de supériorité morale. Or, dans les faits, on a eu une gestion dans pas mal de cas plutôt médiocre, qui n'a pas été impeccable sur le plan de la probité. Et à cela, et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire beaucoup d'attention, se sont ajoutés à la déception par rapport aux promesses des réformes profondes, s'ajoutait la désespération à l'égard de deux choses, la délinquance et la migration. Ça, ce sont les deux thèmes sur lesquels était basée aussi la campagne, la délinquance et la migration. C'était une campagne, hein, et je crois que ça commence à être plutôt la mode, le costume pendant les campagnes électorales au moment actuel. Une campagne beaucoup plus basée sur la peur que sur l'espérance. Et en fait, on a l'impression que la peur mobilise beaucoup plus que l'espérance. En tout cas, ça a été le cas au Chili. C'est une élection dans laquelle les gens ont voté parce que finalement, Coste, ça représentait la possibilité de l'autorité, la possibilité de l'ordre, la possibilité des mains dures à l'égard de la délinquance. Quelles sont les perspectives? Le gouvernement doit prendre place le 11 mars. Il y a essentiellement beaucoup de points d'interrogation. Les principaux points d'interrogation, c'est les suivants. Il a fait une campagne très dure. Mais le jour même, la nuit même, de son triomphe, le 16 décembre, il a prononcé un discours complètement différent. Et par la suite, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il disait un certain nombre de choses dans sa condition de candidat, mais que maintenant il était président de tous les Chiliens et que ça allait changer. Ça, c'est un point d'interrogation, c'est ce qu'il pourra tenir. Moi, j'ai l'impression qu'il ne peut pas trop s'éloigner de sa base la plus radicale. Hier, il vient hier de perdre un allié important. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kaiser, on dit qu'entre Kast et Kaiser, il ne parle pas espagnol, entre eux, il parle allemand. Et c'est vrai, hein, c'est pas une blague, on dit que c'est vrai. Et Kaiser, il a fait 10% de voix, il a 8 ou 9 députés. C'est quelqu'un qui se situe encore plus à droite, ce qui lui a permis à Kast de se présenter comme quelqu'un qui était plutôt vers le centre. Or, Kaiser a dit qu'il n'allait pas faire partie des gouvernements et je crois qu'il va essayer de faire exactement la même chose qu'a fait Kast dans le gouvernement de droite. Kast se situait finalement dans l'opposition du gouvernement de Piñera et il a, avec une stratégie qui finalement a réussi. Donc, je crois que Kaiser fait la même chose. Donc, il faut voir si le gouvernement, ça va suivre les discours de campagne ou ça va suivre le discours de la nuit du 14 décembre. Chose importante, ça, il l'a dit pendant la campagne, qui était centré sur un concept qu'il faut regarder de près. Il a dit qu'il allait faire un gouvernement d'émergence. Et le gouvernement d'émergence avait 3 piliers. Contrôle de la migration, expulsion des migrants irréguliers, la fin de la délinquance et croissance économique. Et il a dit, et ça c'est la chose importante, qu'il n'allait pas développer la bataille culturelle. Parce que, justement, il sait qu'il avait perdu l'élection en 21 face à Boris, justement du fait de la bataille culturelle. Il a été contre la loi, au Chili, il n'a pas une loi sur l'avortement général, mais une loi d'entrée très cause. Il a dit qu'il était contre. Et ça fait que le vote des femmes s'est orienté très massivement vers Boris. Donc, il a tiré les conséquences, il a dit pas de bataille culturelle. Si vous voulez quelques pronostics très rapides, je crois que sur le plan économique, il aura une situation favorable. Au Chili, il y a une économie qui est normalisée. On a un taux d'inflation de 3% par an. On aura une croissance de plus de 3%. Et peut-être qu'il va y avoir aussi un choc d'investissement. Il y avait des gens qui attendaient voir les résultats des élections. Et pendant le gouvernement Boris aussi, il
une quantité importante de projets que par des raisons écologiques, par des raisons bureaucratiques, ont été suspendus. Je crois qu'ils vont essayer de réguler très rapidement et ça va leur permettre d'avoir un choc d'investissement. Et puis, je crois qu'il va y avoir sur la délinquance, sur la migration, des mesures plutôt pour la galerie. Sur la délinquance, ils vont peut-être mettre en prison quelques milliers de personnes, quelques milliers de délinquantes, qui sont des délinquants qui sortent de prison et qui donnent à la population l'impression d'une certaine impunité. C'est des gens qui, finalement, sont tout le temps libérés par les tribunaux. Je crois qu'il va y avoir un effet pour la galerie qui peut être importante pendant une première période. Et puis, au niveau de la migration, je crois qu'il va faire quelque chose de plus dur. Il va fermer les frontières. Et il va mobiliser les armées pour fermer la frontière. Le gouvernement Boris a essayé de faire un peu de ça. Mais les forces armées n'ont pas suivi. Et le gouvernement non plus n'a pas beaucoup insisté. Donc, je crois que là, il va y avoir une différence importante par rapport au gouvernement actuel. Mais, et je crois que ça, c'est un point essentiel. Moi, je crois qu'il ne pourra pas tenir les promesses essentielles. Il a parlé de la fin de la délinquance. Et il a parlé de chasser les migrants irréguliers. La délinquance, je crois que personne ne peut en finir avec elle. Et je crois que les effets vont être plutôt des effets pour la galerie, mais pas quelque chose de tout à fait profond. Et sur le cas de la migration, qui est un cas très délicat, au Chili, il y a à peu près 350 000 migrants irréguliers, dont 180 000 sont des gens qui se sont présentés devant l'autorité. Donc, le gouvernement connaît leurs noms. Alors, il a dit qu'il allait chasser tous. Comment il va faire? On ne sait pas. Ça, il l'a dit avant les événements de Venezuela. La suite de la situation vénézuélienne a une importance très importante par rapport à ce qui va se passer ici. Parce que pour l'essentiel, la principale partie des migrants au Chili, ce sont des Vénézuéliens. Pour vous donner un chiffre, au Chili, il y a à peu près, presque 10% de la population qui est population immigrante, ce qui est énorme. Et donc, la principale partie, ce sont les Vénézuéliens. Or, quand Cast disait ça, on lui posait une question très, très évidente. Où est-ce que vous allez les envoyer? Il ne savait pas. Peut-être qu'avec le nouveau gouvernement au Venezuela, par le biais du président Trump, ils vont ouvrir les ciels, il pourrait y avoir des vols au Venezuela. Les derniers vols avec des migrants vénézuéliens expulsés, c'était produit pendant le gouvernement Boris. Mais c'est un vol qui n'a pas pu atterrir parce que l'autorité vénézuélienne n'a pas donné l'autorisation. Donc, peut-être que ça peut changer. Mais de toute façon, mon point, c'est que les deux promesses essentielles, la fin de la délinquance et l'expulsion de tous les immigrés, c'est une promesse tout à fait incapable d'être matérialisée. Et là, je crains. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose que je crains. Qu'il peut y avoir l'option pour une espèce de fuite en avant, en établissant, par exemple, un conflit avec le Congrès. Ça, je ne l'ai pas dit, il n'a pas majorité au Congrès. Donc, il va y avoir un rapport compliqué avec le Congrès. Et il pourrait, à un moment donné, si les choses s'annoncent mal, il pourrait dire que c'est finalement le Congrès qui l'empêche d'aller dans le sens qu'il veut aller. Et il pourrait essayer de forcer la Constitution en essayant, par exemple, d'appeler un référendum un référendum contre le Congrès, contre la délinquance, contre les migrants réguliers. Ça peut donner 80% de popularité. Donc, et ça, c'est la voie vers, ça, c'est le chemin vers l'illibéralisme. Et je crois que ça, c'est un scénario, c'est pas sûr, mais c'est quelque chose qui pourrait se passer. Du côté de l'opposition, on a une situation vraiment très compliquée. Je disais, c'est une défaite très, très dure. Première fois qu'un gouvernement de gauche passe le pouvoir à un gouvernement d'extrême droite. Derrière Janet Jara, derrière la candidate communiste, il a eu tous les partis de centre-gauche, tout, y compris la démocratie chrétienne. C'est le front, du point de vue politique, le plus large, mais avec ce front politique le plus large, on a eu la défaite la plus dure. L'opposition, elle a été derrière Janet Jara, mais elle est très divisée
sur le bilan du gouvernement et sur le futur. En ce moment, par exemple, même il y a une situation très délicate qui met en évidence une division très importante au sein de l'opposition. Je vais vous en parler par la suite. Mais c'est ce qui doit se passer au Chili. C'est une reconfiguration interne de l'opposition. Pendant ce gouvernement, l'hégémonie de la coalition, il n'a pas eu une coalition, à vrai dire, mais l'hégémonie à l'intérieur des forces qui appuient le gouvernement, c'était l'hégémonie des partis communistes de la nouvelle gauche, le Front élargi. Or, ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc, il va y avoir une dispute très importante dans laquelle c'est ce qu'on appelle le socialisme démocratique, les partis socialistes, les partis pour la démocratie, les partis radicaux sont obligés d'aller vers cette dispute sur l'hégémonie au sein de l'opposition, avec une issue complètement incertaine. Voilà pour les élections chiliennes et je reviens à ma troisième partie. C'est l'Amérique latine face à la stratégie de sécurité nationale du président Trump. Je commence avec un point de départ très précis. Il y a quelques jours, le président Milei a annoncé qu'il compte organiser le mois prochain un sommet avec une dizaine de pays engagés dans la lutte pour la liberté. En fait, ce sont tous les pays qui sont alignés sur les États-Unis. Ça fait une dizaine de pays dans lesquels il y aura bien sûr l'Argentine, l'Équateur, le Paraguay, la Bolivie, et il compte aussi sur le Chili. À mon avis, c'est une erreur majeure. L'Amérique latine, dans cette situation de division, de fragmentation, elle a besoin d'un espace d'intégration et de concertation politique qui puisse aller au-delà des gouvernements en place. Le gros problème de l'intégration, le gros problème d'UNASUR, c'était que c'était une organisation qui avait une composante idéologique importante. Dans la mesure où les gouvernements ont changé, UNASUR a pu être dissoute par le gouvernement de droite. Donc, je crois que c'est un sommet qui peut se tenir, qui va réussir peut-être avec l'appui du président Trump, qui a ça on l'a vu, il a une relation très proche avec Milei. Et je crois que ça c'est le cas, le président chilien, il sera aussi dans ce sommet-là. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'on va faire? Le bilan de l'alignement de l'Amérique latine sur les États-Unis est un bilan finalement très négatif. C'est un bilan, c'est une histoire de coup d'État, d'intervention politique. Aucun pays, en fait, n'a réussi à se développer pendant la période de la dépendance de l'Amérique latine par rapport aux États-Unis. Il faut donc penser une alternative. Là, je reprends aussi le bouquin d'Alain. Ce n'est pas la désoccidentalisation dont parle Alain qui est peut-être l'alternative. Moi, je crois qu'il faut absolument résister à une tentation qui commence à se développer dans les gauches latino-américaines. Bon, si on a cette politique des États-Unis, on n'a que s'allier avec la Chine et essayer de trouver une alliance qui puisse nous permettre de nous défendre. Moi, je ne partage pas ces points de vue-là. Je crois qu'il faut résister à la tentation de s'aligner avec la Chine ou d'autres pays comme la Russie ou l'Iran. Ça, il faut le voir. Le cas du Venezuela, ça montre bien qu'est-ce qui peut se passer si un pays de l'Amérique latine s'aligne sur la Chine, mais surtout sur la Russie et sur l'Iran, que c'était le cas du Venezuela, où l'essentiel, les forces armées, l'armement du Venezuela était fourni par la Russie et par l'Iran, avec les résultats qu'on connaît aussi. Je crois que et je vais en finir, je crois que pour faire face à l'offensive de la droite, il y a deux initiatives qui sont complémentaires, qu'il faut essayer de mettre en place. D'une part, il faut rappeler le fiasco de Prosur. Prosur, c'est l'organisation qui a été créée par les présidents de droite pendant le gouvernement Piñera pour substituer à UNASUR. C'était quelque chose qui a été organisé, c'était au Chili, ça s'appelait Prosur. Il y avait le président Macri, Bolsonaro, il y avait le président de l'Équateur, Moreno à l'époque, il y avait d'autres présidents, 6 ou 7 présidents. Or, finalement, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une espèce de WhatsApp entre anciens présidents. Donc, je crois que
il faut être très critique à l'égard d'une organisation fondée sur des bases idéologiques. Et je crois, peut-être c'est un peu naïf, mais je crois qu'on peut essayer de proposer un agenda je ne sais pas si on dit comme ça en français, des minima communs, dans un certain nombre de points en commun, malgré la fragmentation existante au niveau politique. Il peut y avoir des domaines dans lesquels il peut y avoir une convergence de différents pays, même avec des positions politiques et idéologiques très différentes. C'est l'infrastructure physique, l'interconnexion énergétique, l'indépendance sanitaire, les surendettements, ça c'est quelque chose qui intéresse l'Argentine, la lutte contre la délinquance, qui doit être aussi organisée au niveau international. Je vois que ça, c'est une première approche pour essayer de contrer cette offensive qui est tout à fait idéologique. Je ne crois pas que ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de constituer une organisation qui soit carrément l'alternative à celle-là. Or, et ça c'est mon deuxième point, je vois qu'il faut développer un mouvement qui ne soit pas seulement étatique, dans le sens de ce que nous avons appelé le non-alignement actif. C'est l'idée que le non-alignement actif, nous le définissons comme un guide pour l'action. Ce n'est pas la neutralité, ce n'est pas non plus l'équidistance, c'est tout simplement une doctrine qui, à partir des principes fondamentaux des droits internationaux, met en avant nos intérêts nationaux ou nos intérêts régionaux, rejetant l'alignement automatique sur les intérêts d'une ou d'une autre puissance. Je vois que c'est un mouvement qui peut constituer une force importante. Au niveau des pays, on devrait pouvoir compter avec le Brésil, avec la Colombie. J'espère que la Colombie va avoir un nouveau président progressiste. Pour l'instant, il est possible. L'Uruguay, c'est un petit pays, mais qui a quand même une importance plutôt conceptuelle. Et à sa façon, le Mexique. Je dis à sa façon le Mexique parce que tout le monde sait que le niveau de dépendance du Mexique par rapport aux États-Unis ne leur permet pas d'avoir une politique tout à fait indépendante. Mais quand même, ils sont une rhétorique qui peut aider à la constitution de ce mouvement. Entre le Brésil, la Colombie et l'Uruguay, ça représente 60% de la population latino-américaine et ça représente à peu près les 2 tiers du PIB. Donc, ce serait, du point de vue étatique, une force solide. Et je crois que celle-ci, et j'en finis, celle-ci peut être la voie pour surmonter les dérives d'un continent dont parle le livre d'Alain Rouquet. Je vous remercie. Merci Carlos pour ce double exposé extrêmement riche, documenté et avec des aspects normatifs et stratégiques. Et je crois qu'il y a matière à intervenir et je donne tout de suite la parole au public en vous demandant d'être bref et de poser une question à l'orateur très directement parce que il y a des questions qui se posent et qu'il aimerait pouvoir développer. Je voulais juste rebondir sur la dernière phrase prononcée, c'est-à-dire que au début en introduction, j'avais l'impression que l'Union européenne, telle que tu le décris, un peu faible aujourd'hui sur son poids politique, et j'ai eu l'impression que tu finissais sur une sorte d'union européenne des pays d'Amérique latine. Et ma question donc, que je te pose, c'est jusqu'où, finalement, cette union que tu parles, qui ne soit pas qu'une union politique, d'accord, d'échange, est-ce que tu la vois aller encore plus loin sur un modèle type Union européenne? Moi, je regrette énormément cette faiblesse qu'il y a à l'Europe. Parce qu'en principe, devant la dispute entre les États-Unis et la Chine, il y a l'Union européenne, il y a l'Amérique latine qui ont une certaine coïncidence par rapport à cette situation-là. Et moi, on voudrait avoir une relation beaucoup plus étroite entre les pays de l'Amérique latine et les pays de l'Europe. Mais de toute façon, ce qui s'est passé avec, je ne sais pas si c'est pas pertinent, c'est ce que je veux dire, mais c'est ce qui s'est passé avec l'Union européenne et le Mercosur. Ça
aide quand même à établir une relation plus directe. Je crois que de ce point de vue-là, le fait de l'accord avec le Mercosur, ça a une dimension géopolitique qui est très importante, qui est quand même très importante. Mais je voulais insister sur un point. Dans le cas de l'Amérique du Sud, nous avons quand même une situation qui est complètement différente de celle qui existait il y a 30 ans. Par exemple, pour le Brésil, pour le Chili, pour le Pérou, les États-Unis sont un client commercial très important, 17-18%. Or, la Chine, ça représente 38-40%. Donc, je vis les données pour la France. La Chine, ça représente 4%. 4% des commerces extérieurs. Donc, c'est une situation complètement différente à la nôtre. Nous avons quand même une marge de manœuvre qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Si les Américains ne veulent pas faire ça, on a la possibilité de négocier avec les Chinois. Il y a quelque chose. Or, ce qui est très compliqué, c'est que la doctrine de sécurité nationale, et ça, le nouveau ambassadeur au Chili, par exemple, il a dit qu'un de ses buts de sa mission, c'était d'arrêter les contrôles des entreprises chinoises des ressources naturelles du Chili. Donc, il va y avoir une situation compliquée. Mais pour répondre à la question, je crois que nous, on devrait s'acheminer, mais ça n'a pas été possible, vers un schéma d'intégration qui puisse être au-delà des gouvernements en place. C'est un peu le cas de l'Union européenne. Finalement, je le vois, ça je ne l'ai pas dit, hein. Cass, il parle beaucoup de Meloni comme référence, comme modèle. Mais Meloni, elle a quand même les cadres de l'Union européenne. Cass, il ne l'a pas. Mais, j'insiste, je crois que c'est très important de pouvoir avoir un rapport plus étroit entre l'Amérique latine et l'Europe pour faire face et ne pas terminer et écraser dans la dispute Chine-États-Unis. No escuché nada, probablemente mi problema, a propósito de la última elección, del score de Parisi. Yo creo que Parisi representa algo, representa algo en el panorama actual. Vale la pena preguntarse qué está pasando ahí. Ça, je crois que c'est une très bonne question. C'est une question sur la politique chilienne. Mais dans l'élection présidentielle, c'est Cass qui l'a emporté. C'est Cass et Janet Jara qui sont passés au deuxième tour. Mais il y a un candidat populiste qui s'appelle Parisi qui a fait 20% des voix. Il est très fort, essentiellement dans la région du nord du pays, qui sont les régions les plus riches et qui ont la tradition la plus à gauche. Ils ont voté massivement pour Parisi. C'est un personnage très bizarre. C'est la troisième fois qu'il se présente à l'élection. La dernière fois, pas celle-ci, l'autre, il a fait campagne depuis les États-Unis. Il n'a pas mis les pieds au Chili. Et il a fait 10 ou 12%. Cette fois-ci, il a fait 20. Et il a une représentation parlementaire importante. C'est un parti qui peut jouer un rôle très significatif pour voir s'il va y avoir une majorité de droite ou une majorité plutôt centre-gauche au niveau de la Chambre des députés. Et c'est quelqu'un qui va continuer. Il a dit déjà qu'il est candidat à l'élection présidentielle prochaine. Si les conditions du pays, si les conditions de politique, si la condition des partis politiques ne changent pas, quelqu'un comme Parisi ou quelqu'un comme Kaiser, plus à droite, peuvent avoir une possibilité. Mais ça dépend plutôt de nous. Merci pour votre brillant exposé. Vous avez donné un chiffre d'inflation du Chili, je crois très faible, en tout cas comparé à l'Argentine. Je n'ai peut-être pas bien compris l'inflation actuelle. 3,5%. Vous parlez de... Moi, j'ai dit que cette année, 2026, la croissance serait aux environs de 3%, peut-être un peu plus. L'inflation est au 3%. Et qu'il va y avoir un choc d'investissement. Mais parce que comparé à l'Argentine, c'est rien. Non, écoutez, là... Alors, comment on peut intégrer tous ces pays? Ouais. Non, mais je veux dire, si on veut faire une intégration de laissez-moi vous dire,
pour l'Argentine, 3% d'inflation par mois, ce serait une très bonne nouvelle. Ils ont eu 30 et quelques, 30 et plus par mois. Donc, ça n'a pas de comparaison. Et là, je crois que Cass il a commis une erreur. La première visite à l'extérieur, tout de suite après l'élection, ça a été un dimanche 16 décembre. Le mardi, il s'est rendu en Argentine. Et la première photo de Cass, c'était Cass et Milei avec, je ne sais pas comment on dit, la motosierra. Oui, son message. Donc, il a été obligé de donner des explications en disant que, quand même, la situation chilienne, ça n'a rien à voir avec la situation de l'Argentine. Bonsoir, merci beaucoup pour vos données, vos précisions par rapport à cette conjoncture importante au Chili. Mais ma question, c'est par rapport aux questions économiques. Je voudrais savoir quels facteurs économiques, au-delà des facteurs sécuritaires et aussi migratoires, c'est important ou ça a été important par rapport à cette élection. Parce que je sais que, par exemple, en France, les 10% les plus riches, ils sont 30% de toute la richesse. Mais je pense qu'au Chili, c'est la région les pays les plus inégalitaires de la région. Je pense que les 10% les plus riches en Chili ont 70% de toute la richesse. Peut-être, vous savez, les plus pauvres, chaque année, ils sont plus pauvres, vous voyez, et les riches, chaque année, sont plus riches. Ça a été un facteur intéressant pour analyser ce sujet. Là, c'est aussi une très bonne question. On a toujours tendance à dire que, malheureusement, au Chili, les riches sont chaque fois plus riches et les pauvres sont chaque fois plus pauvres. C'est pas vrai. Il y a une partie qui est vraie. Les riches sont chaque fois plus riches. Mais au niveau des pauvres, il faut dire qu'il y a une diminution très significative de la pauvreté. Au début de la démocratie, en 90, on avait à peu près 40% de la population qui était dans des conditions de pauvreté, mesurée par la pauvreté par revenu. Avec la même mesure, maintenant, la pauvreté est moins de 5%. Donc, il y a moins de pauvres et les pauvres sont moins pauvres. Mais ce qui est vrai, c'est que les riches sont chaque fois plus riches. Et ça, c'est donc, on a réussi dans le domaine de la diminution de la pauvreté. On n'a pas réussi, on a réussi très faiblement sur le plan de la lutte, qui est beaucoup plus compliqué, contre les inégalités. Nous sommes arrivés au bout de notre temps. Merci, Carlos, de terminer sur une note optimiste rétroactive. On ne sait pas ce qui va se passer demain avec le nouveau président d'extrême droite. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, et au Chili en particulier, les inégalités ont augmenté, mais la pauvreté a diminué. Ça permet de penser qu'il y a des choses qui peuvent changer. Merci beaucoup, merci à tous.